Bonjour Stéphane Hessel, quel Bonjour. plaisir de vous accueillir. Vous êtes véritablement presque une figure historique, ambassadeur de France, engagé au Conseil national de la résistance, déporté à Buchenwald, évidemment torturé, co-rédacteur de la Déclaration universelle des droits de l'homme, engagé aux côtés de toutes les causes des sans-papiers, de toutes les causes humaines du monde. Et puis ce livre qui finalement a eu un succès énorme, Indignez-vous, traduit dans les langues du monde entier, même en Chine. Oui. Vous êtes toujours indigné? Naturellement. Mais attention, il ne suffit pas de s'être indigné pour agir. Il faut donc, après l'indignation, passer à l'action. D'où ce deuxième petit livre que nous avons appelé « Engagez-vous ». D'abord l'indignation et ensuite l'action. Absolument. Oui, mais avant cela, donc il faut comprendre, aujourd'hui, il y a beaucoup de sujets qui vous indignent. Ce qui vous indigne, c'est le mariage honteux de l'argent et de la politique, par exemple. Surtout cela, la façon dont les forces financières, économiques, profit, argent, exercent leur contrôle sur nos gouvernements. Nos gouvernements ne sont plus capables de se débarrasser de cette tutelle du fric. Et du coup, ils ne font pas ce que leurs citoyens leur demandent. Et les citoyens ont donc le droit de s'indigner. C'est le cas aujourd'hui du gouvernement de Nicolas Sarkozy, par exemple. Je le crains, je le pense, et c'est pourquoi j'ai hâte que nous puissions avoir des élections et amener à l'Élysée quelqu'un qui mènera la France sur la voie de son honneur, de sa fierté nationale, qu'elle a un peu perdu ces temps derniers. Vous diriez aujourd'hui, parce que vous l'avez soutenu, que Martine Aubry est la digne héritière du Conseil national de la résistance et de son esprit? Je le crois. J'ai pour elle une grande affection, une grande amitié. Je la considère comme la fille d'un homme pour lequel j'ai eu de l'admiration, de l'amitié, dont j'ai été très proche, Jacques Delors. Je pense que la façon dont elle s'est comportée à la mairie de Lille est exemplaire, car elle a fait beaucoup pour cette ville, et elle l'a fait avec un sens du travail, du sérieux, qui me paraît essentiel pour des fonctions auxquelles elle aspire maintenant. Face au succès de votre livre, Indignez-vous, Nicolas Sarkozy aurait dit « ça ne m'intéresse pas, je ne le lis pas parce que j'aime pas les généralités ». Voilà, je le comprends, il n'a pas le temps de s'intéresser aux généralités, il est trop axé sur les problèmes immédiats, sur lesquels il réagit avec une immédiateté qui fait honneur à son sens de l'action, mais peut-être pas honneur à son sens des perspectives. Je ne suis pas sûr que les perspectives qu'il va essayer d'offrir l'année prochaine à son pays soient des perspectives qui dégagent notre pays de cette suprématie dangereuse des forces économiques. On peut aller plus loin, Stéphane Hessel, quand après on dit oui, la retraite à 60 ans, c'est inévitable, le déremboursement, la sécurité sociale, qui est un des grands acquis de la résistance, eh bien ça, évidemment, on ne peut plus rembourser, on ne peut plus l'assurer. On voit dans quelle situation se trouve la Grèce aujourd'hui. On dit finalement, on n'a pas le choix, il faut la rigueur. C'est faux ou c'est vrai? Il faut le sérieux plus que la rigueur. Exemple, nous essayons d'imposer actuellement la rigueur à nos amis grecs. Et on se dit, oui, s'ils n'arrivent pas à être très rigoureux dans leur gestion, ils ne vont jamais pouvoir se désendetter. Mais il faudrait qu'en tant qu'Européens, nous soyons davantage solidaires de la jeunesse grecque, des citoyens grecs, leur imposer des conditions, oui, bien sûr, pour qu'ils soient sérieux, mais leur imposer des conditions qui ne soient pas en contradiction avec le besoin qu'ils ont de satisfaire les désirs fondamentaux de leurs citoyens et de leurs jeunes. Là, il y a un équilibre très important à trouver. J'ai été, je vous dis franchement, heureux lorsque Dominique Strauss-Kahn a été nommé au Fonds monétaire. C'était le premier socialiste, c'est quand même un socialiste, qui a assumé cette responsabilité, et il l'a assumé, tout le monde le dit, en essayant d'infléchir le Fonds monétaire vers une plus grande considération des besoins fondamentaux des citoyens. Est-ce que Christine Lagarde, qui vient d'y être nommée, va poursuivre cette voie? Je l'espère. C'est une femme de droite. C'est quelqu'un de fidèle à Nicolas Sarkozy. Alors, est-ce qu'elle est seulement une femme de droite et seulement fidèle à Nicolas Sarkozy? Non, je crois qu'elle a aussi de l'intelligence. Je lui fais confiance pour
comprendre que l'avenir du Fonds monétaire international n'est pas ce qu'a été ce fonds du temps de l'ajustement structurel, qui a conduit beaucoup de pays à des surendettements. Et je pense que si elle suit un petit peu l'inclinaison, l'inflexion qui a été commencée par Strauss-Kahn, elle peut faire du bon travail. Et puis c'est une femme. Et si vous voulez, j'ai peut-être un parti pris excessif. Oui. J'ai connu des femmes merveilleuses. Je pense à une femme comme Mary Robinson, à la tête du Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme. Comme vous savez, moi, les droits de l'homme, c'est la dimension de notre monde qui me paraît la plus importante. Eh bien, il y a des femmes qui savent porter cet humanisme-là, mieux peut-être que nous autres, les gars. Oui. On va parler évidemment du printemps arabe extraordinaire qui a peut-être suivi ce mot dégage qui était peut-être issu de Indignez-vous. Mais d'abord un mot de la Syrie aujourd'hui au nom des droits de l'homme. Est-ce qu'il faut aller plus loin? Il faut faire la guerre? Il faudrait faire tomber un régime? C'est tout le problème. Si vous voulez, si nous avions le temps d'entrer dans le détail du fonctionnement des Nations Unies, on dirait, grâce à Bernard Kouchner, Michel Rocard, on a une première fois accepté qu'il puisse y avoir ingérence dans un pays, même si c'est un pays membre des Nations Unies, mais où le dictateur fait des choses insupportables du point de vue humain. Ça a été le cas de Saddam Hussein qui bombardait les Kurdes avec des gaz. On a dit non, on ne peut pas supporter cela. Il faut que le Conseil de sécurité ait le courage de dire, même si c'est un État membre qui est souverain, même si c'est chez lui qu'on agit, il faut pouvoir agir. La même chose est juste naturellement pour la Libye. Et on le fait avec toute la prudence. On y va, on bombarde, mais surtout pas ici ni là. Il risque de rester d'ailleurs, finalement, Kadhafi. C'est le risque, je pense, qu'il finira par partir parce qu'il a contre lui une coalition qui est beaucoup plus forte que sa résistance. Mais ça prend du temps. Et pour la Syrie, par exemple, il faudrait dire, mais Bachar el-Assad, il est aussi dangereux que l'était Kadhafi ou que l'était à un moment donné Saddam Hussein. Donc nous devrions pouvoir, là aussi, conduire le Conseil de sécurité à prendre des mesures d'intervention militaire. Très dangereux, très difficile. Nous avons toujours nos amis russes et nos amis chinois qui ont peur que les Nations Unies deviennent trop importantes, trop actives, même contre la souveraineté d'un grand pays. Vous voyez comme c'est compliqué. Une autre situation, c'était évidemment celle des pays arabes, de cette extraordinaire révolution. C'était finalement un peu votre victoire, ça, Stéphane Hessel? Je dois dire que c'est tombé à un moment extraordinairement avantageux pour mon petit livre, parce que j'ai commencé par dire le 20 octobre 2010 qu'il fallait s'indigner, et voilà que 3 mois après, des peuples entiers s'indignent, se révoltent, utilisent un peu le même terme. Ça m'a naturellement fait très plaisir, mais en même temps, ça m'a inquiété un peu. Je me suis dit, tiens, voilà ce titre, Indignez-vous. Ce titre, je le dois à Sylvie Crossman, mon éditrice, pour laquelle j'ai une grande admiration, qui a fait un merveilleux travail. Ce titre est un tout petit peu dangereux, parce que s'il s'agit de s'indigner à propos de n'importe quoi, on va semer le désordre un peu partout. Il ne faut s'indigner que lorsque certaines valeurs clairement définies dans notre petit livre sont violées. Alors là, oui. Alors là, l'indignation s'impose et le désir de faire que quelque chose d'inacceptable ne soit pas continu. Une chose inacceptable, dites-vous, c'est la situation à Gaza, au Proche-Orient. Vous en parliez d'ailleurs dans Indignez-vous. Quelle situation, je veux dire, insupportable pour vous et qui ne change pas? Voilà, c'est ma plus grande déception. J'ai eu, vous imaginez, dans une très longue vie, beaucoup d'échecs, beaucoup de déceptions, beaucoup de causes pour lesquelles je me suis battu n'ont pas obtenu le succès qu'elles méritaient. Mais en ce qui concerne la Palestine, je suis d'autant plus malheureux de voir ce peuple privé d'État, privé de ses droits fondamentaux. Et à Gaza,
traité avec une violence lors de l'opération Plomb durci en 2008-2009, ça m'indigne. Alors vraiment. Et je le suis d'autant plus que j'ai de la considération, une grande considération pour le peuple israélien. J'ai été de ceux qui se sont réjouis que les Juifs aient enfin droit à un État. J'étais aux Nations Unies en 1948, lorsque l'État d'Israël a été créé par le Conseil de sécurité par les Nations Unies. Et j'aurais souhaité que cet État devienne un État amical pour son environnement, qui entretiennent avec, pas seulement l'Égypte et la Jordanie, mais la Palestine elle-même, des relations constructives. C'était possible, on pouvait partager Jérusalem, c'était pas impossible. Eh bien, les gouvernements israéliens successifs n'ont pas su prendre ce parti. Ils ont voulu profiter de leur force, qui est immense. Ils ont une armée qui est l'une des plus puissantes du monde, un service de renseignement qui a sa place partout dans le monde. Ils sont très forts. Utiliser cette force pour humilier les Palestiniens, c'est à mon avis contraire à ce que j'attends des valeurs fondamentales du judaïsme. Je suis d'origine moitié juive. Mon père était d'une famille polonaise juive, installée ensuite en Allemagne. Et pour moi, le judaïsme, c'est une grande philosophie, une grande religion, qui est une religion humaine et qui devrait le rester. Or, elle est en train de se perdre. Et je suis très sévère à l'égard de Netanyahou, Lieberman. C'est un gouvernement qui ne fait pas honneur aux Juifs dans le monde. Stéphane Hessel, pour parler un peu de vous aussi. Merci. Parce que quand même ce parcours incroyable, lorsque la guerre vous amène à finalement être arrêté, Buchenwald, je le disais, torturé, vous n'en avez même pas voulu d'ailleurs à celui qui vous a dénoncé. Alors non, parce que je savais, j'ai appris ce que c'est que d'être torturé et de vouloir sauver sa peau. J'ai eu la chance exceptionnelle de passer un mois entre les mains de la Gestapo sans trahir un collègue. Mais celui qui m'a trahi parce qu'il a été torturé, je ne peux pas lui en vouloir, je peux simplement le plaindre. Rien n'est plus terrible que de trahir un camarade. Et il l'a fait. Et il m'a dénoncé pour ce que j'étais, un agent venu de Londres en droite ligne. Donc, pour les nazis, évidemment, quelqu'un a éliminé. J'ai même été surpris qu'ils ne me fusillent pas tout de suite. Vous avez réussi à prendre l'identité d'un autre. Alors, il y a eu un merveilleux complot, dont l'initiateur est un déporté allemand auquel je dois la vie. Il s'appelle Eugen Kogon. Et ce qui vous amusera peut-être, c'est que c'est son fils, Michael Kogon, qui a décidé de traduire « Indignez-vous » en allemand. Ça s'appelle Empört euch, et c'est lui qui est le traducteur. Donc il y a une filiation là entre l'homme qui m'a sauvé à Buchenwald, qui a composé ce complot, qui a organisé ce complot par lequel j'ai pu prendre l'identité d'un pauvre jeune Français. Vous alliez être fusillé le lendemain pratiquement. Hein. Oui. Et ça a été le lendemain, dites-vous? Oui, vous avez failli être fusillé, vous deviez être fusillé le lendemain. Oui, c'était à quelques jours près, sans doute. On n'a jamais su exactement quand j'aurais été fusillé, mais lorsque l'ordre est venu, je venais de mourir du typhus. Et Michel Boitel n'était pas mort du typhus, il était devenu moi, et j'ai été envoyé sous son nom dans un autre camp. Et vous vous êtes ensuite échappé. C'est-à-dire cet esprit de résistance. Vous étiez évidemment parti rejoindre le général de Gaulle, parce que le nazisme, vous n'en pouviez pas. Absolument. Pour moi, c'était sans hésitation. Si vous voulez, je comprends très bien les nombreux Français qui se sont dit « Bon, on a perdu la guerre, c'est triste, mais il faut se résoudre. Et le maréchal Pétain, c'est un grand bonhomme, il va peut-être sauver notre honneur, donc ne tentons pas. De nous sauver de cela. Pour moi, ce n'était pas
imaginable. J'avais trop d'amis qui avaient souffert d'Hitler, même avant la guerre, et qui avaient fui l'Allemagne parce que le gouvernement national-socialiste était insupportable. J'ai donc tout de suite décidé que ce qu'il fallait faire, c'est continuer à se battre. Et pour cela, il fallait rejoindre le général de Gaulle. C'était pas facile, j'ai mis quand même plusieurs mois à Marseille, et ce n'est qu'en février 1941 que j'ai réussi à m'en aller. Grâce d'ailleurs à l'aide d'un remarquable Américain, dont je cite toujours le nom quand je parle, Varian Fry. Il a une chose que j'aimerais bien avoir un jour, une station d'autobus à son nom à Berlin. Pas mal. Message peut-être entendu, Stéphane Hessel, porté par le souffle de la résistance.